Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. Ce matin, lors de nos débats, on va évoquer la rencontre entre la France et l'Afrique qui s'est tenue entre le lundi et le mardi à Nairobi au Kenya. Cela s'est appelé rencontre entre les pays, notamment de l'Afrique, élargie un peu, je dois dire, à ceux anglophones pour aborder des questions essentiellement économiques. Afrique forte. C'est l'intitulé de cette rencontre qui a accouché, ma foi, le financement, en tout cas projeté, de quelques projets d'importance sur le continent africain. Comment est-ce qu'il faut analyser, je dois dire, cette rencontre et ses retombées et surtout, quelle lecture politique faut-il faire de cette rencontre-là? Ce sont des éléments que nous allons aborder tout à l'heure avec les débatteurs quand on sera autour de 8h30 minutes. Puisque nous sommes mercredi, nous avons rendez-vous avec Jacques Débé pour continuer à parler économie. Avec lui, on va aborder un peu le contexte béninois. Aujourd'hui, il y a une sorte de dictature des grandes entreprises aux petites dans un univers très concurrentiel et très prédateur. C'est le chroniqueur qui nous dira ce que vivent un peu les petites entreprises et donnera quelques astuces justement pour s'en tirer. Les rubriques traditionnelles au menu d'Actu Matin, vous les connaissez. On finit toujours par la revue de presse. Ce sera, je dois dire, le relais commenté des informations présentées par les quotidiens dans leur production de ce mercredi matin. Vous aurez aussi le bulletin d'information, cette fois-ci avec une présentatrice, puisque nous sommes mercredi. Florence Boussa sera à l'exercice. Avant tout cela, voici la une des journaux. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer la une des journaux ce matin qui s'intéresse à un phénomène social à la peau dure, violence conjugale domestique et intrafamiliale, un phénomène récurrent qui mérite l'attention d'après donc le quotidien. Le journal a interrogé André Alikhonou, psychologue clinicien. Le problème doit être traité à la racine dès l'éducation de l'enfant. Invité au sommet du Forum Afrique-Inde du 31 mai prochain. Un premier rendez-vous mondial pour Muald Wadaï. Partenariat mondial pour l'éducation, Weziza Educ, 16 véhicules offerts au gouvernement pour une éducation de qualité. Voici d'abord aux conditions d'exportation des sites de carrière de sable à Semepoji. Le maire Thomas Simbo veut réorganiser le secteur. Matin libre, promesse de salariés aux artistes béninois sur les traces de la parole donnée. Et puis, immobilier au Bénin, les commissions excessives qui indignent. Nous sommes avec 109 qualifications historiques d'Amazon. U20, Patrice Talon, l'artisan de l'ombre, à qui tout réussit. La boussole pour continuer transition de pouvoir, le Béninois en attente d'un nouveau départ. Et puis affaire Soumaïla Sounon Bokeh, 5 ans de prison et 10 millions d'amende pour les députés, les démocrates. Le journal Le Matin, examen BPC et baccalauréat, le gouvernement monte au créneau contre l'absentéisme des candidats. Et puis le chronomètre, la justice renvoie les acteurs à la table du dialogue. Nous sommes là dans les affaires de coopérative. Adjatché News, 3 jours pour poser les bases d'une législature ambitieuse. Les députés sont en formation à ce effet-là. Le grand jury, nous sommes à Boumekalavi, la mafia foncière siégeant au conseil municipal est déboussolée, d'après le grand jury. L'informateur investiture du nouveau président. Un changement est annoncé. De quoi s'agit-il? Le journal vous donne les détails à l'intérieur. Le télégramme, atelier d'immersion des députés. Se connaître, mieux connaître les autres pour mieux légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Tout un programme, je dois dire parlementaire. Décryptage info, atelier d'immersion des députés s'outillent pour une meilleure maîtrise de leur mission
parlementaire. Voici Bénin intelligent, pratique parlementaire, la deuxième législature en immersion à Agoué. Qu'est-ce que nous dit la Nouvelle Tribune ce matin? Interdiction de certains produits cosmétiques au Bénin. La guerre contre le décapage est-elle enfin déclarée? C'est demandé le journal Gaskiani Info, Gilles Badé sur la traite politique. Il s'agit de la courtoisie dans la critique. Chacun y va de son latin. Le matinal, exploitation de l'or à Kousigou. Les orpailleurs illicites déguerpis du site. Le journal Les 4 vérités, l'investiture de Romuald Wadaïn délocalisé de Porte-Novo pour Cotonou, fraternité pour la deuxième lecture, violence conjugale, domestique et intrafamiliale, un phénomène récurrent qui mérite attention. André Alikhonou, qui est psychologue clinicien, et dit ceci: le problème doit être traité à la racine dès l'éducation de l'enfant. Et puis invité au 4e sommet du Forum Afrique-Inde au 31 mai prochain, un premier rendez-vous mondial pour Romuald Wadaïn. Un dernier titre, partenariat mondial sur l'éducation, Weziza éduque 16 véhicules offerts au gouvernement du Bénin pour une éducation de qualité. Voilà ce qu'on peut retenir dans une des journaux ce matin. On va passer au bulletin d'information et déjà avec les titres. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, retenez ce mot-là, sinon ce nom-là, hantavirus. C'est une nouvelle épidémie qui sévit en France actuellement. Elle a été détectée sur un bateau de croisière. Des investigations entourant des cas de maladies respiratoires. Des investigations sont en cours, afin de mieux comprendre justement les circonstances entourant des cas de maladies respiratoires possibles liées à ce virus précisément. Le traitement proposé consiste uniquement à soulager les symptômes selon l'Organisation mondiale de la santé, de quoi commencer à faire flipper. Et puis le nouveau président de la République du Bénin sera officiellement investi chef d'État du Bénin le 24 mai prochain. Les attentes des populations sont nombreuses. Elles ont été interrogées sur les rumeurs sur la pression fiscale qui risque de peser sur les acteurs du secteur informel. Le professeur Albert Onloncou, qui est économiste, que vous avez à l'écran, précise que la formule qui sera utilisée est celle des accompagnements à travers des filets sociaux. En tout cas, on essaiera de comprendre la science de l'homme. C'est le bulletin. Et direction l'Hexagone, la France qui fait face à une nouvelle épidémie depuis quelques semaines. Son nom, Florence Bossa, hantavirus. Oui, effectivement, Tanguy, l'épidémie a été détectée sur un bateau de croisière et afin de limiter les risques d'infection, plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises et l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à suivre cet extrait, ce récit de Esther Tofa et Ingrid Day pour savoir davantage. Nous avons appris Une personne testée positive, une vingtaine de cas contacts identifiés. C'est la situation en France à la date du 12 mai 2026, une semaine après la détection d'un foyer de cette maladie sur un navire de croisière. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises. Il faut dire que l'hantavirus est principalement transmis à l'être humain par des rongeurs infectés et fait partie des agents pathogènes pouvant provoquer des détresses respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques. Il existe de nombreux types d'hantavirus qui se distinguent par leur répartition géographique et leur tableau clinique. Selon le site internet de l'Office fédéral de la santé publique suisse, OFSP, un seul type de virus extrêmement rare peut se transmettre d'un être humain à un autre. La contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussière et aérosols contaminés par des excrétas des animaux infectés, urine, déjection salive au cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités, ainsi que lors d'activités dans des zones rurales où les champs et les fermes offrent un habitat favorable pour les rongeurs réservoirs, indique le site de l'Agence nationale de santé publique française. Lorsqu'ils affectent l'être humain, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité variable, parfois mortelles.
Les premiers symptômes cliniques sont généralement ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires. En l'absence de vaccins comme de médicaments spécifiques contre les hantavirus, les traitements proposés consistent uniquement à soulager les symptômes. La prévention de l'infection consiste essentiellement à limiter les contacts avec les rongeurs, leurs sécrétions et excrétions. Informé de la situation depuis le 2 mai, l'OMS a pris plusieurs mesures. Il s'agit particulièrement de l'expédition de 2500 kits de diagnostic depuis l'Argentine vers des laboratoires situés dans 5 pays afin de renforcer les capacités de dépistage. Lors d'une conférence de presse, Dr Tedros, directeur général de l'OMS, a déclaré que bien qu'il s'agisse d'un incident grave, l'OMS estime que le risque pour la santé publique est faible. Aux dernières nouvelles, l'évacuation du navire MV Hondius s'est achevée lundi dans la soirée, permettant à plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du bateau où a été détecté un foyer d'hantavirus de quitter le navire et d'être rapatriés par avion depuis les îles espagnoles des Canaries. De retour à Cotonou, les attentes des populations sont nombreuses, surtout sur le plan socio-économique, en ce qui concerne le nouveau président de la République qui sera officiellement investi chef de l'État le 24 mai. Interrogé sur la capacité du président Romuald Ouadaï à traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces 10 dernières années en dividendes pour les populations, le professeur Albert Hononkou affiche une posture très optimiste. Il intervient dans l'émission Le Grand Format sur Canal 3 Bénin. Les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. Ah, déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ses 6 appartements. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement, parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement. Ça fait les anciens départements que nous connaissons bien. Cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions en 48 heures. En un temps record. Oui. Ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien. Si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus. En ce qui concerne les rumeurs sur la pression fiscale qui risque de peser sur les acteurs du secteur informel dans le processus de formalisation de leurs entreprises, le professeur Albert Hononkou
précise que la formule qui sera utilisée sera celle des accompagnements à travers des filets sociaux, une stratégie pour amener les acteurs et de se faire identifier sans pression fiscale et gagner en retour le soutien de l'État pour mieux exercer leurs activités en toute légalité dans le respect des tests. L'informel pose deux problèmes ou c'est pas un problème solution parce que dans un premier temps les gens qui sont dans l'informel et qui font de petites activités qui les nourrissent et qui font qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté excessive. Le gouvernement est beaucoup tolérant par rapport à ça et ne cherche pas nécessairement à les fiscaliser. Mais il y a un secteur informel qu'on peut appeler le gros secteur informel qui est en concurrence avec le secteur formel. Alors que comme ils ne sont pas identifiés, l'impôt pèse beaucoup plus sur le secteur formel où les gens disent la pression fiscale au Bénin est levée alors que quand on voit les statistiques officielles, c'est très faible parce que ça pèse sur le secteur identifié. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du secteur informel, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler la carotte au lieu d'utiliser le bâton fiscal. Par exemple, si on dit aux gens, si vous êtes identifié, vous avez un numéro personnel d'identification, vous avez telle pièce, c'est à partir de là que vous avez accès au service du gouvernement. Ouais. Par exemple, les filets de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le crédit à la FIA ou bien l'assurance santé obligatoire, tout ça, ça c'est une sorte de carotte. D'accord. Donc si vous voulez, il faut d'abord sortir progressivement de l'informel pour avoir bénéficié, sans augmenter nécessairement la pression fiscale à ceux qui ne sont pas. Ça veut dire que non seulement on n'utilise pas le bâton fiscal, mais on crée des incitations pour ceux qui sont prêts à sortir du secteur, à se marginaliser. Dans un autre registre à présent, les membres de l'association d'assainissement du secteur des produits pétroliers ont célébré en différé la fête de travail. Au-delà de la réjouissance, c'était l'occasion pour eux de réfléchir sur le processus de professionnalisation en cours dans le secteur. Reportage. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers 3A SPP, en collaboration avec l'association Alemavon à Pau, ont célébré en différé la fête du travail. Je vais toujours demander aux acteurs d'être toujours en harmonie, de rester toujours en prière parce que c'est un secteur vraiment dangereux et il est normal que tous les jours que Dieu fait, nous prions pour nos autorités qui, par l'amour fraternel, nous laissent exercer cette activité. Donc je demande à tous les acteurs de prier pour ces autorités, de prier également pour le nouveau président, pour que les 7 prochaines années, nous soyons en harmonie, nous soyons comme des frères et sœurs avec lui. Au-delà des réjouissances, cette célébration a également servi de cadre de réflexion sur les défis liés à la professionnalisation du secteur informel des produits pétroliers. Selon les acteurs, l'implication de l'État dans ce processus laisse espérer des jours meilleurs. Notre secteur, effectivement, c'est un secteur à risque. Mais nous nous mobilisons parce que nous n'avons pas d'autres activités qui pourraient quand même nous sortir un peu pour pouvoir pousser nos enfants. Nous sommes très ravis que l'État actuellement est en train de trouver une solution par rapport à ce commerce-là. Donc moi, mon souhait pour l'avenir, c'est que le commerce soit véritablement réglementé. Entre échanges et moments de fraternité, les acteurs du secteur réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure organisation du métier. Sport pour finir, après leur qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, les Amazones Juniors sont de retour au Bercail. Une première absolue pour le football féminin béninois, décroché face à la Côte d'Ivoire. À Lomé, à la place de l'Amazone, tout un peuple les accueille pour célébrer cet exploit.
Au lendemain d'une qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, les Amazones juniors sont accueillis en héroïnes à leur retour au pays. Après une caravane festive de Ilakonji jusqu'à Cotonou, c'est ici à la place de l'Amazone que les filles d'Ozero Abdoulaye vont boucler leur traversée. Un sacré bain de foule avec un public enthousiaste les attendait, drapeau en main, pour leur témoigner fierté et reconnaissance de tout un peuple. Vraiment, vraiment, c'est très, très magnifique. Il faut toujours les soutenir et ne pas les écarter parce qu'elles sont tout pour le Bénin. Et c'est au vu de ça qu'elles se présentent et elles se sont qualifiées pour aller à Pologne. Oh, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai ressenti une forte émotion parce que ça fait plusieurs années que ce n'est pas arrivé. Depuis 2018, on a pris au sérieux le foot féminin. On travaille sérieusement avec des championnats réguliers, mais on n'est jamais couronné par une qualification ou à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde. C'est arrivé et dites-vous que le Bénin fait partie des 4 nations africaines qualifiées pour une Coupe du Monde. 4, c'est énorme. Fierté et ambition, ces deux mots résument parfaitement l'état d'esprit de ces Amazones au retour de Lomé. Mais les regards sont désormais tournés vers le prochain défi. C'est vraiment une fierté d'avoir pu représenter le Bénin pendant ce match-là et on va pouvoir le représenter une fois de plus à un plus haut niveau. Ça a été difficile au début, mais mes coéquipiers et les entraîneurs, tout le staff m'ont aidé pendant toutes les 2 dernières semaines à m'intégrer auprès du groupe. Donc, en vue du match d'hier, ça n'a qu'été facile. C'est parti d'un rêve et on a eu l'adhésion déjà de nos autorités et aussi des filles parce que c'est elles qui jouent au foot, c'est elles qui ont réussi ceci. Maintenant, on a vraiment été accompagnés. Pour tout vous dire, nous sommes dans une nouvelle ère. Vous le savez très bien, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau étatique. Je pense qu'avec tous les efforts consentis par nos responsables, il fallait quand même leur dire merci de la plus belle des manières. D'accord ? Et je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, il faut continuer le travail. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football féminin béninois. Le début d'un rêve qui attend ces jeunes joueuses qui ont tracé leur chemin vers la scène mondiale du football. C'est la fin de ce bulletin d'information. Le bulletin d'information achevé sur une très belle note avec justement l'accueil, l'ambiance autour de l'accueil réservé aux Amazones des U20 qui ont réussi à se qualifier dimanche à Lomé au Togo à la Coupe du Monde de leur catégorie devant se tenir notamment en septembre prochain en Pologne. On va certainement continuer à en parler puisqu'il y a au menu de l'actualité des sports, cet élément assez intéressant comme information qui nous sera rapporté par Candide Ronretor. L'une d'elles a réussi à négocier par l'éclat qu'elle a pu imposer sur, je dois dire, la campagne, négocier donc avec un club important en France. Je parie que vous devinez de qui il s'agit déjà. Florence Boussa, merci beaucoup pour la présentation du bulletin. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Mesdames et messieurs, en attendant justement de suivre l'actualité des sports, je vous propose qu'on passe ensemble à notre intérêt sur ce magazine-là, réalisé sur l'économie possible avec la papaye solo, comme on l'appelle. De la production au niveau des pépinières jusqu'à la croissance et à la production, à la vente. Il y a un long chemin qui est toujours récompensé par, je dois dire, les gains que rapporte justement l'activité. Mais comment ça se passe? On a rencontré un spécialiste de la matière qui nous a intéressé un peu par rapport justement aux différentes étapes liées au processus de production de la papaye. Je vous propose qu'on suive ensemble. Nous sommes ici à Rouegbo, dans une plantation de papaye d'environ 5 hectares. À la forme et à la taille des fruits sur les papayers, on devine déjà une récolte imminente. Et surtout, une saison relativement bien réussie. L'homme derrière ces richesses en suspension, c'est lui, Mathias.
grand agriculteur et passionné par son métier. Mathias ne fait pas que dans la culture de la papaye. Il fait un peu de tout, jusqu'aux céréales et autres produits vivriers. Mais aujourd'hui, il veut bien nous montrer tout le travail et le long processus qu'il y a derrière ces papayes dites solo, jusqu'à la revendeuse qui nous l'offre dans nos plats. Tout commence ici, une sorte de laboratoire où tout se met en place. Des pépinières sont créées à partir des pépins sélectionnés avec rigueur. Protégés et bien arrosés, de jeunes plants poussent une dizaine de jours après la mise en terre de ces pépins. Autour d'une quinzaine de jours, les plants ne sont toujours pas suffisamment grands pour être mis en terre. Pour leur offrir plus de chances de survie, l'agriculteur les transplante dans des sachets remplis de terre enrichie. C'est pour les isoler et leur offrir plus de chances de croître en ayant à disposition l'essentiel nutritif pour le bien-être. Uno hablo pepinière. Mino ho sachet mino do ko sachet om. Mi do ko me o. Mi ko blo pepinière do ko me foto do mi do sachet me no uganji ya. Mi blo do ko me foto ba wo mi no transférer wa sachet om. Ene o ina blo 3 semaines mo. No kudo. No kudo ko pro mi me. Fianto mi no do fianto do la me. Chomla je ko be di meji. Dans ces sachets, les plants passeront une quinzaine de jours à nouveau. Soignés et bien entretenus, ils sont prêts pour aller chercher par eux-mêmes dans la terre directement les nutriments pour leur croissance. C'est le moment de la mise en terre donc. Déjà s'est écoulé environ un mois. Dans le champ, il faut multiplier les soins, sarcler quand les herbes poussent un peu trop, lutter contre les éventuelles agressions des insectes et autres bestioles qui peuvent compromettre la vie des plantes. Cette phase peut prendre de longs mois. On m'a obligé 9 mois et donc août passé août 2021 et dans les dixièmes il y a des propos il y a des sisayi amo ega obe ti be je mi mi ji era be bodi do mi no gbagbe to de àmọ́ mi no yan pe nu mele mi no gu mi e mi amodo mi ko do kwe din bo ye wa mi aso ye so yo lo kan mo yi mo ya no gugu do ko do mi ba si ton gle lo ji fi di ba so mi yan ton do fi di mo do zun ka lo na ku kwa din yo a wa semaine yo me ale mo mi yan ton to gbe to jina kwa donc e ma gu nu ye bo so me re wo do kon ton ye no si blu nu me ya. Lo glezo de no wa le nye suno mo aso ato mo blogbon ato ka kuno gbeto no to kham kuno gbeto no to do glezo si on no mo gbeto mo blo jiwon donc nche de ngo do nche de be ko ti zun kamele pon ti mo mi pon
mais cadre dit mais là non ablo suivi nous fata bon accident y a dit mais pour mais ah monsieur Mathias Peter ali ben là mi no file ben ah mi no clé to le dit mi na si mo we dit bon ko no igle ya mo iro file. To support dinchi jinukun le do won u ve ide me wan sin lórí ji o si jado kan me mi no ba de we o bon et si lo fiant ne we se fini superficie 4 hectares au fidi donc ça fait 10 000 pieds on a tino ko na mi 1000 francs ko do 10 millions au fidi on calcule le bo non do ta. Si le producteur a de bonnes raisons de s'accrocher à cette production, l'administration locale en a bien plus. La papaye est l'une des marques déposées de Rouegbo dans le domaine de l'agriculture. Elle vient en effet en 3e position après la banane et le maïs. Vous savez, nous sommes le grenier de l'Atlantique. Ça veut dire que nous cultivons tout ce qui quitte la terre, que la terre peut produire. Nous manipulons beaucoup plus la terre. Et nos agriculteurs, ils ont compris qu'à part, il faut diversifier les activités. À part les bananes et autres, ils ont compris qu'il faut encore les papayes. Et ils ont adopté les campagnes sur les spécialités qui peuvent faire attirer la clientèle pour le bien-être du département. La mairie a son épingle du jeu à travers les tickets. Le chargement, tout ce qui concerne nous maîtrisons les tasses en ce qui concerne les agricultures pour pouvoir s'en sortir. Je peux vous informer que le marché de Rouegbo, qui est la plaque tournante de tous ces produits que fournissent la commune, c'est le premier de l'Atlantique. Donc aujourd'hui, le marché est là, le marché d'écoulement est là, et ils s'en sortent. Les gens quittent n'importe où, du mono, glazoé, n'importe d'assa même, pour venir s'approprier de la banane, du papaye à Rouegbo. Donc ils s'en sortent, le marché est là, quand vous produisez, vous vendez. Et moi, tout le petit monde tessel. Et ouais, il y a deux tessel. Ouais, des fois, on va venir dans le me dit, trop de 120 000 ça, on va aider. À moi, il y a abonné, et on va tenir sous quoi, quoi, on voilà, quoi, on va do. Et on va quand même 70 000. À moi, trop de 120 000, on va aider. Bon, mais on doit avoir le couteau d'ailleurs, il va tout à moi, il bouge dans le mais on a dit les glétons, une fille, a 50 hectares, et on a pédé à y en couteau non j'ai aussi. Et bien, ça gagne au fil de 4 et on doit pas jour. Un rond de poids et un dos de poids, en tout cas, et on s'accroche. Les gens viennent prendre en bâcher, en tricycle et autres, pour aller desservir les autres communes comme les airs et autres. Mais le fibre cadre dit mais là il a choisi maintenant le temps faut quand même bon a couteau nous pengler nous lay ben wa pon et wa fin go wa pon et bon a pengler le fi bon le fi ta kan couteau do bon plan régler le codifier le vide comme yi bon yi ko fi ton boy bon a bi na couteau nous kaka je din o because ko dia e to yin gbeta e me ma dia we zon o e to yin a bleu ne ko mo yo meriton voilà.
veta bo mi atobo ne mi madoli ni lopoa e no aje nu pe lo yi di o po mo e bo fon e ro fon do meton ji mo mo no le mawo na de me e no meton. Le monde des producteurs de la papaye à Rugbo reste ouvert et non organisé. Chacun court dans son coin pour essayer de produire autant qu'il peut, ce qui complexifie les interventions techniques. Mais le producteur ne semble pas en faire un problème outre mesure, accroché au temps et aux moyens très aléatoires de sa condition de producteur. Tant qu'il pleut et que la récolte est vendue, le monde va déjà bien autour de lui. Et ça le suffit. Voilà, vous avez de quoi vous inspirer. Hein? Si vous avez envie d'intervenir dans le monde de la production agricole, un choix est évident, pertinent que nous vous proposons ce matin. Allez-y, investissez sans regarder arrière. Voici les sports ce matin. On va commencer par du football et ensuite on va parler de football des jeunes. Candide, bonjour. Commençons déjà par parler de ceux qui n'ont pas encore 17 ans. Leur Coupe d'Afrique s'ouvre ce mercredi même. Oui, le coup d'envoi est imminent pour l'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations. Des moins de 17 ans, 16 pays en lice pour la succession des lionceaux de l'Atlas du Maroc. Il faut le dire, 16 pays en lice pour ces 4 billets qui seront qualificatifs pour le prochain mondial de la catégorie des moins de 17 ans. Ces 16 pays qualifiés sont répartis en 4 groupes de 4 équipes, comme vous le voyez déjà à l'écran. Dans le groupe A, on retrouve le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et puis l'Éthiopie. Dans le groupe B, il y a bien entendu la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Dans le groupe C, nous avons le Mali en compagnie de l'Angola, de la Tanzanie et du Mozambique. Et puis le groupe D pour le Sénégal, l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie et l'équipe du Ghana. La première journée s'ouvre ce mercredi avec 4 affiches à suivre, 4 affiches au total à partir donc de 14h. On va assister à la toute première rencontre de cette édition 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026 des moins de 17 ans. À 14h, l'Égypte sera face à l'équipe de l'Éthiopie. Puis à 20h, le pays hôte, le Maroc, va en découdre avec la Tunisie. Et ça, ce sont les rencontres de la poule A. Et puis dans le groupe B, 2 matchs également à suivre. La Côte d'Ivoire sera face au Cameroun. Et puis à partir de 17h, l'Ouganda va en découdre avec l'équipe de la République démocratique du Congo pour le compte de cette première journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 17 de Maroc 2026. On va parler des femmes et surtout de celle-là devenue la star, hein, je dois dire, du monde du football au Bénin. Romaine Gandonou, bonne nouvelle pour cette internationale béninoise. Elle se rapproche d'un transfert vers un club important de la France. Il s'agit du PSG. Oui, Tanguy, c'est la nouvelle qui a fait le show gras des médias au cours de la journée de ce mardi. Eh bien, après les recoupements et quelques recherches, nous apportons à nos téléspectateurs ce matin les clarifications essentielles. Romaine Gandonou, l'une des principales actrices de la qualification du Bénin à la Coupe du Monde féminine de Pologne 2026 de la catégorie des moins de 20 ans et qui a même terminé meilleure buteuse avec 14 buts inscrits sur les 19 du Bénin, terminant meilleure buteuse de la campagne en 6 matchs seulement disputés. Eh bien, elle est bel et bien proche de l'équipe du PSG féminine. Elle a d'ailleurs rallié Paris dans la matinée de ce mardi. Et pourquoi vous vous doutez certainement, c'est pour un stage de quelques jours au sein de la section féminine de l'équipe de la capitale française. Certes, les performances sont le véritable outil déclencheur de cette opportunité, mais les choses sont allées très très vite de la semaine écoulée à ce mardi. Vendredi dernier, pour ceux qui ne le savent pas, Romaine Gandonou déclarait ceci sur BBC Afrique. Mon objectif, c'est de qualifier l'équipe nationale U20 du Bénin à la Coupe du Monde de 2026. Je veux jouer au Paris Saint-Germain féminine en France et d'ici 5 ans, je rêve d'être en Espagne au FC Barcelone. Au cours donc de la manche retour
du dernier tour qualificatif déroulé samedi dernier au lendemain donc de cette déclaration sur BBC Afrique. Elle inscrit un doublé face à la Côte d'Ivoire et le Bénin est qualifié pour la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026. Premier objectif atteint. Hier mardi, Romain Gandonu s'envole pour Paris pour un stage de quelques jours et bien un deuxième rêve qui est en train de se réaliser, on va le dire comme ça. Tanguy, une bonne nouvelle non seulement pour Romain Gandonu, l'international béninoise, mais aussi pour le football féminin béninois. Absolument, il faut dire que c'est une belle opportunité. Ça permet d'abord une certaine visibilité du Bénin, au-delà de la carrière, je dois dire, de notre compatriote. C'est déjà une grande visibilité pour le Bénin. J'ai pas souvenance que beaucoup de jeunes joueuses béninoises aient l'opportunité d'intervenir comme ça, en tout cas en perspective dans un championnat aussi UP comme celui de la France. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau, je pense quand même que c'est le PSG, et toute catégorie confondue homme-femme. Je crois qu'à part Stéphane Sessegno qui est passé par le PSG, et qui a porté le numéro 10 avant un certain Ronaldinho et autres, il n'y a pas eu un Béninois qui a vraiment fait... Voilà. Donc on doit dire que c'est un grand coup que la Béninoise frappe ainsi. On va espérer justement que son temps de stage et de formation puisse vraiment lui être profitable et rentable afin qu'elle puisse mûrir et apporter ce qu'elle devra apporter d'abord au club et puis après, je dois dire, à la nation béninoise. Le football, c'est, je dois dire, un élément à la fois fédérateur, économique et financier d'importance aujourd'hui qui positionne un peu les nations. Vous voyez, vous imaginez peut-être pas tout ce que ça va pouvoir apporter cette qualification du Bénin à la Coupe du Monde. Donc il faut continuer certainement à travailler, appeler les autres aussi à travailler. J'ai de la peine pour ses coéquipières qu'elle va laisser certainement, je dois dire, à cette étape-là, mais on va, puisque c'est pour un bien, on va lui souhaiter beaucoup de courage et surtout bonne chance. Et surtout bonne chance à l'internationale béninoise qui fait partie de ces quelques rares joueuses qui, après une excellente campagne sur le continent et aussi une excellente saison, s'envolent pour aller hors du pays. Allez, d'une sélection à une autre, les guépards scolaires ont amorcé la préparation du mondial scolaire de Chine 2026 après donc une brillante participation à la 4e édition du championnat africain de football scolaire des moins de 15 ans, couronné par la médaille de bronze décrochée par les jeunes guépards d'O Harare. Eh bien, les hommes du Côte Sévérin se tournent désormais vers le prochain cap, le prochain défi, celui du mondial de leur catégorie, prévu se tenir dans les toutes prochaines semaines en Chine, bien entendu. En prélude donc à la préparation de ce rendez-vous mondial, comme vous le voyez à l'image, la sélection béninoise des scolaires a droit à un tout premier stage fermé de 10 jours qui a été lancé jeudi dernier, en tout premier regroupement qui se déroule sur l'installation du terrain de football d'Akasato avec de multiples séances d'entraînement déjà déroulées sous la houlette de l'encadrement technique. Ils sont environ 40 joueurs présélectionnés pour ce stage auquel le Bénin prépare, au cours duquel le Bénin prépare un rendez-vous crucial où le Bénin veut s'y rendre avec l'ambition de bien se relever sur la scène mondiale. On va écouter ici le sélectionneur de cette équipe des guépards scolaires à ce propos. C'est la catégorie des U18, d'accord, des U18 scolaires. Mais ici, cet effectif est composé de jeunes la première promotion des U15 qui avaient été champions du côté de la Côte d'Ivoire et certains aussi du côté du Togo. Donc ça nous permet de les retrouver dans cette catégorie parce que la compétition concerne les enfants nés dans les années 2008, à partir des années 2008. Donc voilà, c'est que ça fait déjà la première promotion U15. Et là, on a un effectif de 38 jeunes qu'on essaie de voir. Et après, on va retenir 26 pour la deuxième phase. Cette phase, on se base beaucoup plus sur des aspects beaucoup plus mental et technique. On travaille des gammes techniques pour renforcer la qualité individuelle et collective des joueurs sur le plan technique et surtout sur le plan mental et psychologique. On essaye de parler avec eux déjà théoriquement sur nos fonds de jeu, notre philosophie de jeu qui essaie d'être mise en place depuis un moment par la direction technique et le manager général des catégories d'âge. Voilà, en fonction de notre morphologie et de pouvoir avoir d'intensité de jeu et de toujours être en possession de la balle. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus le Bénin d'antan. On
a beaucoup évolué déjà sur le plan mental. On n'est plus à la traîne. Donc l'objectif, c'est d'aller très loin dans cette compétition. Où déjà au niveau de la première participation au Maroc, on était 5e sur 35 pays. Où, si vous en souvenez, on a été éliminé par la France en quart de finale. Après, on a eu notre participation du côté de la Chine, qui ne s'est pas vraiment déroulée comme on le souhaitait, mais bon, c'est une compétition un peu spéciale parce que c'est toujours les premiers de chaque poule qui sont qualifiés à l'étape suivante. Donc là, nous, on a la chance que le ministère nous a offert cette mise au vert pour pouvoir travailler et surtout viser très haut dans le classement final. Ce premier stage de 10 jours qui va se dérouler jusqu'au 16 mai prochain. Rappelons que pour leur toute première apparition sur la scène mondiale à Dalian en Chine, les Guépards scolaires du Bénin avaient terminé 19e sur 36 nations participantes à cette Coupe du monde de football scolaire des moins de 18 ans en 2024. Après donc un parcours laborieux au premier tour, ils se sont imposés au cours des matchs de classement pour quand même s'offrir leur qualification pour la prochaine édition de la Coupe du monde des scolaires qui va se dérouler au mois de septembre prochain. Ça sera toujours en Chine. Allez, on revient maintenant au plan national, principalement au niveau des différents championnats nationaux. La dernière journée de la Ligue 3 béninoise a livré son verdict le week-end au niveau donc de la pôle B. Les derniers matchs ont été joués dimanche au niveau donc de cette zone B. Un total de 4 matchs a déroulé dans le cadre de la dernière journée de compétition, la 14e et dernière journée pour ces 4 matchs déroulés. Aigle de Boycon s'est imposé 1-0 à l'équipe de la jeunesse sportive d'Agony. AS Sota de Malamvi s'est imposé 3-2 lors de son déplacement sur le terrain de Soleil FC. L'US Baboni a été battu 2-1 par l'AS Okuta et l'AS GFA s'est imposé à domicile 1-0 devant l'équipe de l'AS Tonnerre de Boycon. Au niveau de cette poule, après ces différentes confrontations, le classement il est dominé par l'AS Okuta avec un total de 28 points au compteur en mot différentiel de plus 12. À deuxième place pour l'AS Sota avec 27 points au compteur en mot différentiel de plus 11. L'US Baboni troisième au classement avec 21 points au compteur en gros différentiel de moins 2, 20 points au compteur pour la SIFA, 4e, 5e place pour la jeunesse sportive d'Agony, avec de Boycon 6e, 7e place pour Soleil FC, et puis la lanterne rouge est gardée par l'AS Tonnerre de Boycon avec 9 points au compteur en gros différentiel de moins 11. L'AS Tonnerre de Boycon avec cette dernière place au classement de la poule B. Après donc ces 14 différents matchs disputés, l'équipe de Boycon qui a été champion du Bénin en 2007 descend officiellement en Ligue amateur pour ainsi parler de la 4e division. Pendant ce temps, l'AS Okuta qui a terminé leader de la poule B avec 28 points compteur en gros différentiel de plus 12 va accéder et s'offre ainsi son billet pour la Ligue 2 béninoise. L'équipe donc de l'AS Okuta qui va disputer la prochaine saison en Ligue 2 dans l'antichambre de la Ligue 1 béninoise. 8 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 2 matchs perdus pour l'équipe de Dassazuma et puis 24 buts marqués contre 12 encaissés en 14 différentes journées pour l'équipe qui accède officiellement à la Ligue 2 béninoise. Tanguy, on va s'intéresser maintenant aux dames. On va s'intéresser aux féminines du Bénin. Après une pause momentanée, le championnat national féminin revient ce mercredi avec une panoplie de rencontres à suivre. Déjà 3 au niveau de la pôle A. Ce mercredi, Dynamique FC, actuel leader de la zone, sera face à son homologue de Saba Football Academy à Ilovi. Va recevoir dans son entre l'équipe de l'AS UMSA et puis Tambo FC Dadiara. San Romain Gandono sera en déplacement sur le terrain d'Espoir FC de Cotonou pour le compte de la 17e journée de compétition au niveau de la pôle A. Et avant ces différentes confrontations, le classement il est dominé par Dynamique avec 30 points au compteur en gros différentiel de plus 7. À l'AS Cotonou 2e avec 25 points au compteur en gros différentiel de plus 13. Et puis l'AS UMSA 3e au classement avec 24 points au compteur et en gros différentiel de plus 3. Samdeli 8e au bas du classement avec 16 points au compteur, 1 point de plus pour l'équipe de la Saba avec 15 points. Et puis SFO
Force qui garde la lanterne rouge avec 8 points au compteur et un gros différentiel de -18. Au niveau de la poule B, on va assister ce mercredi à la 13e journée de compétition pour un total de 4 matchs à suivre. AS Lyon Fall, AS Léopa Elite, AS GFA, AS Basson et puis AS Gamia Vigueur pour le compte de cette 13e journée de la première division féminine au niveau de la poule B. Poule B dominée par Elite AC de Paraguay avec 28 points au compteur, un gros différentiel de +15, 25 points au compteur pour l'équipe de l'AS GFA, deuxième au classement, et puis l'AS Gamia de Bebaraké, troisième avec un total de 22 points au compteur. Au bas du classement, Fall de Boycon, sixième, septième place pour Vigueur, c'est le Locos avec 10 points au compteur, et puis la lanterne rouge est gardée par l'AS Lyon de Panthère. Allez, on va changer de discipline maintenant pour parler handball, sport de main précisément. Les handballeuses béninoises, championnes d'Afrique de handball de plage, sont déjà tournées vers la préparation du mondial de juin 2026. Le week-end écoulé, l'équipe béninoise a bouclé son tout premier stage de préparation en prélude donc au rendez-vous mondial qui pointe à l'horizon. C'était sur la plage, dans le sable marin de la plage de Fitro-Cotonou. Voici les images. Elles sont de retour à l'entraînement après le sacre au championnat d'Afrique de beach handball à Lomé au Togo. Les handballeuses béninoises entament la préparation du mondial 2026 prévu pour le mois de juin en Croatie. Et elles sont 21 joueuses présélectionnées pour un tout premier stage de mise en route. Ce samedi après-midi sur la plage de Fitrosé à Cotonou, le travail de remise en condition du groupe se poursuit avec rigueur et une montée progressive en intensité. Un atelier singulier axé sur la vitesse lance les hostilités pour les joueuses qui affichent engagement et concentration. On est en train de les réveiller, on est en train de faire le reconditionnement. À partir du deuxième stage, on va faire beaucoup de tactiques, beaucoup de matchs. La séance spécifique du jour s'accentue sur l'amélioration des qualités individuelles de chacune des joueuses, avec un accent particulier mis sur la technique de pirouette. Chacune dans son couloir travaille de manière spécifique. Les tireuses peaufinent leur technique de tir, les déplacements y compris. De leur côté, les gardiennes se concentrent sur l'amélioration de l'explosivité devant la cage, mais travaillent aussi les réflexes et les sorties. C'est pas facile. Le début a été un peu difficile chez moi en fait. C'était pas facile. Mais avec le temps, 2 jours d'entraînement, 3 jours plus là, je me suis adaptée. C'est vraiment intense, mais ça en vaut la peine. La fatigue y est, mais on fait avec. Au sein du groupe, tout le monde est motivé. Et il y a l'engagement, la détermination. Il reste les petits réglages et je pense qu'avec les coachs qu'on a, on peut y arriver. Le groupe est ensuite subdivisé en 3 pour un tournoi triangulaire de 5 x 5 minutes par match. Occasion pour l'encadrement technique d'évaluer le niveau d'application des joueuses dans les conditions d'un match de handball de plage. Une troisième partie de la séance du jour, tout aussi rythmée que spectaculaire, qui témoigne de l'engagement des joueuses et du niveau de progression du groupe composé de quelques nouvelles têtes. Au terme de ce premier stage, toutes les joueuses doivent avoir la capacité de maîtriser le spécifique par rapport au tir pirouette, minimum savoir bouger le positionnement défensif, la rapidité en défense et avoir un minimum de conditions physiques pour continuer. Ce n'est pas forcément les joueuses qui étaient à Lomé qui seront de l'expédition de la Coupe du Monde parce qu'il y en a qui avaient été éliminés, qui ont travaillé, qui sont revenus maintenant, qui nous ont agréablement surpris et puis on a encore le temps pour prendre les décisions. La préparation est ainsi lancée pour les championnes d'Afrique. C'est parti pour plusieurs semaines de travail intense et rigoureuse en vue de mettre le groupe au top pour aller défendre vaillamment tout un continent sur la scène mondiale du beach handball. Les Tanguy, ça sera tout pour les sports ce matin. Merci beaucoup Candide pour ce menu assez intéressant. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à lundi. Oui, merci à lundi. Mesdames et messieurs, on va profiter pour faire un tour à la régie à nouveau. Vous qui avez peut-être raté ce magazine sur la production de la papaye, je vous propose qu'on retourne là-dessus pour voir un peu quelles sont les différentes étapes liées au processus de production et de commercialisation donc, de la papaye. Nous sommes allés à Ouébo pour découvrir justement le quotidien d'un homme qui est engagé
de cette activité. Juste après, on reviendra pour prendre Jacques Débé afin de parler économie. Nous sommes ici à Rouegbo, dans une plantation de papaye d'environ 5 hectares. À la forme et à la taille des fruits sur les papayers, on devine déjà une récolte imminente. Et surtout, une saison relativement bien réussie. L'homme derrière ces richesses en suspension, c'est lui, Mathias. Grand agriculteur et passionné par son métier. Mathias ne fait pas que de la culture de la papaye. Il fait un peu de tout, jusqu'aux céréales et autres produits vivriers. Mais aujourd'hui, il veut bien nous montrer tout le travail et le long processus qu'il y a derrière ces papayes dites solo, jusqu'à la revendeuse qui nous l'offre dans nos plats. Tout commence ici, une sorte de laboratoire où tout se met en place. Des pépinières sont créées à partir des pépins sélectionnés avec rigueur. Protégés et bien arrosés, de jeunes plants poussent une dizaine de jours après la mise en terre de ces pépins. Autour d'une quinzaine de jours, les plants ne sont toujours pas suffisamment grands pour être mis en terre. Pour leur offrir plus de chances de survie, l'agriculteur les transplante dans des sachets remplis de terre enrichie. C'est pour les isoler et leur offrir plus de chances de croître en ayant à disposition l'essentiel nutritif pour le bien-être. Ono ablo pépinière nino xɔ sachet me do kɔ sachet ɔme mi do kɔme ɔ mi kono blo pépinière do kɔme vɔtɔ do mi do sachet me no wu ganji ya mi blo do kɔme vɔtɔ be wu mi no transférer wa sachet ɔme ene ɔ ena blo 3 semaines mo mi no kodo donc do koklo mi me fianto mi no do fianto do le me tsomla dze kpe be di me dzi. Dans ces sachets, les plants passeront une quinzaine de jours à nouveau. Soignés et bien entretenus, ils sont prêts pour aller chercher par eux-mêmes dans la terre directement les nutriments pour leur croissance. C'est le moment de la mise en terre donc. Déjà s'est écoulé environ un mois. Dans le champ, il faut multiplier les soins, sarcler quand les herbes poussent un peu trop, lutter contre les éventuelles agressions des insectes et autres bestioles qui peuvent compromettre la vie des plantes. Cette phase peut prendre de longs mois. Ama ye bleu 9 mois et on jeni nangi. Donc août passé wendo. Août 2021 wendo. Ni zande dije mi aje do propos mi aje sisai. Amo ega obe ti be je mi ami aji era be bodi do. Mi no gbàgbé tó dé o àmọ́ mi no yàn pé inú mẹ́lẹ́ mo no gu mi yé mi àmọ́dọ̀ mi kó dó kwẹ́dì bọ̀ yé wàá mi àsọ yé sọ yé lọ́dọ̀ kan mọ́ ìmọ̀ yàrá gugu ẹ̀ ló fẹ́ ro mi bá dà sí ìtàn
gléloji fidimaso mrion aton lo fidimodo zunka lo na ku kwa dion awa semaine de mais ale mo mrion aton to gbeto jina kwa donc e ma gunu ye bo so me re wo de kon iton a yero si blu nu me ya lo glezo de no wa le nye suno mo aso ato mo blogbon ato ka kuno gbeto no to kham kuno gbeto no to do ndo glezo si on no mo gbeto mo blo jeun donc nche de ngo do nche de be ko ti zun kamele pon eti mo mi pon kade di mele no ablo suivi no ni fata bon asida nya jiji me din po me na yoro ah monsieur Mathias Peter ali ba do mi no file be mi no kleto eleji mi na si mo wejinya bo ko ire no agile ji amo yiro file to support dinchi jinukun le ledo won uve ide me wa nsin lórí jio si jado kan me mi no ba de we o esi lo fiant ne we c'est fini superficie 4 hectares fidi donc ça fait 10 000 pieds donc ati lo pona mi 1000 francs ko do 10 millions de fi donc calcule le bo non do ta. Si le producteur a de bonnes raisons de s'accrocher à cette production, l'administration locale en a bien plus. La papaye est l'une des marques déposées de Rouegbo dans le domaine de l'agriculture. Elle vient en effet en 3e position après la banane et le maïs. Vous savez, nous sommes le grenier de l'Atlantique. Ça veut dire que nous cultivons tout ce qui quitte la terre, que la terre peut produire. Nous manipulons beaucoup plus la terre. Et nos agriculteurs, ils ont compris qu'après, il faut diversifier les activités. À part les bananes et autres, ils ont compris qu'il faut encore les papayes. Et ils ont adopté les papayes sur les spécialités qui peuvent faire attirer la clientèle pour le bien-être du département. La mairie a son épingle du jeu à travers les tickets. Les chargements, tout ce qui concerne nous maîtrisons les tasses en ce qui concerne les agricultures pour pouvoir s'en sortir. Je peux vous informer que le marché de Rouegbo, qui est la plate tournante de tous ces produits que fournissent la commune, c'est le premier de l'Atlantique. Donc aujourd'hui, le marché est là, le marché d'écoulement est là, et ils s'en sortent. Les gens quittent n'importe où, du mono, glazoué, n'importe d'assa même, pour venir s'approprier de la banane, du papaye à Rouegbo. Donc ils s'en sortent, le marché est là, quand vous produisez, vous vendez. Et moi, tout le monde est tessel. Et ouais, il y a deux tessel. Ouais, de quoi tombe, non, donc quand il a dit, trop de 120 000 ça, on va aider. À moi, il y a abonné, et ouais, qui support quoi on pas. Voilà, quoi on va do. Et on va quand même 70 000. À moi, trop de 120 000 on va aider. Bon, mais ouais, non, on a le couteau d'ailleurs, il est tout à moi, petit bouger, non, nous, mais à ti les glétons, une fille, à si 50 hectares, elle a coûté à payer à une roja. Couteau, non, non, aussi. Et bien, ça gagne au fil de 4 ans, et dans 2 par jour. À un de poids, et dans 2 poids, en tout cas, et dans 5 points.
Les gens viennent prendre en bâché, en tricycle et autres pour aller desservir les autres communes comme les airs et autres. Mais le fibre cadre dit mais là il a voilà a et choisi maintenant le temps faut quand même voilà couteau nous pengler mi lay wa pon et wa fin go wa pon e bon a pengler le fi bo le fi ta kan couteau wa bon plan il glitché le ko di fi le vide bo mi yi bo yi un ko fi tan bo yi voilà mi na couteau nous mi kaka je ti o mi ko se ko de a e to yin gbeta e me ma de a wa zon o et toi, il y a bleu, il y a pour moi, mais les tout. Voilà. Beta, bon, mi actobone, mi madolini, le quoi. Et nous, à dire, nous, quoi, là, il dit, à ton pombo, et bon, fond. Et dans fond d'eau, mettons du moment de les maou, nadi, mais il y mettons. Le monde des producteurs de la papaye à Ouagbo reste ouvert et non organisé. Chacun court dans son coin pour essayer de produire autant qu'il peut, ce qui complexifie les interventions techniques. Mais le producteur ne semble pas en faire un problème outre mesure, accroché au temps et aux moyens très aléatoires de sa condition de producteur. Tant qu'il pleut et que la récolte est vendue, le monde va déjà bien autour de lui. Et ça le suffit. Voilà donc ce qu'on peut retenir, je dois dire, de ce magazine sur la production de la papaye. J'espère que vous aviez bien tiré à profit et que cela a pu vous inspirer, en tout cas vous engager dans cette production agricole. Et puisque nous parlons d'agriculture, on parle là d'économie, on va extrapoler pour justement ouvrir avec la rubrique économie de ce matin. Jacques Degby est déjà en ligne. Voici l'économie. C'est un univers de concurrence, mais aussi et surtout de prédation, où les plus grands s'occupent des plus petits. Et quand je parle de s'occuper, vous imaginez que c'est tout à fait ironique. Le monde des affaires et des entreprises devient justement assez compliqué pour les plus petits. C'est de ça qu'on va parler avec Jacques Degby qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal. C'est une réalité économique qui met en lumière les disparités profondes entre les grandes entreprises et les petites structures. Selon le dernier rapport sur l'environnement, la compétitivité des entreprises au Bénin, 95% de la richesse nationale est générée par seulement 7%, dites-vous, des entreprises. En clair, l'économie nationale repose sur une poignée seulement d'entreprises et c'est cette dictature des grandes entreprises que nous allons évoquer dans cette rubrique ce matin avec vous, Jacques. Merci surtout d'avoir décroché mon appel. D'abord, Jacques, que comprendre doit dire de ce rapport qui révèle clairement les déséquilibres à noter dans le monde économique au Bénin? Comme tu as dit, il faut bien préciser que ce sont nos confrères du site d'information en ligne, la Marie-La Boudégie, qui ont décortiqué ce rapport, le dernier rapport annuel sur l'environnement de compétitivité des entreprises RAE 2025. Et la principale information issue de ce rapport est que les entreprises formelles, modèles, c'est-à-dire celles qui tiennent une comptabilité régulière et disposent d'un numéro d'identifiant fiscal unique et dans l'abrégé, ne représente que 6,7% du nombre total d'entités recensées et pourtant elle concentre à elle seule 95,4% du chiffre d'affaires national. Pour les brefs, à peine 7% des entreprises génèrent 95% de la richesse nationale. Un exemple illustratif pour éclairer l'antenne de ce que nous suivons ce matin. Supposons que nous avons 100 entreprises au Bénin et que l'ensemble de ces 100 entreprises a produit
disons, une richesse de 100 milliards de francs CFA en 2025. Dans les détails, dans les détails, si on s'en tient au rapport, c'est que ce sont seulement 7 entreprises qui ont généré 95 milliards, les 96 autres entreprises se partagent seulement à 5 milliards de francs CFA à peine. C'est-à-dire combien l'écart est abyssal entre les grosses boîtes et les petites entreprises. Autre détail non négligeable révélé par le rapport sur les 171 480 entreprises qui comptent le bilan, confère recensement général des entreprises RG de 2024. Plus de 84,45% évoluent encore dans le secteur informel, un secteur qui représente à peine 3,7% du chiffre d'affaires global estimé à 7 994 milliards de francs CFA. En 2025, les entreprises béninoises ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 000 milliards de francs CFA, c'est largement plus que le budget du pays. La conséquence de ce côté est que nous avons une économie à deux vitesses. De l'autre côté, un groupe de micro-entreprises et d'indépendants qui assure la survie quotidienne, mais peine à disposer d'un capital conséquent. Et vous avez de l'autre un joyau de structures modèles, les grosses entreprises qui portent l'essentiel de la croissance économique nationale et des recettes fiscales de l'État. Voilà ainsi résumé la réalité du monde des affaires au Bénin. Les grandes entreprises imposent un véhicule de dictature aux petites structures et elles peinent visiblement à suivre le rythme. Jacques, justement, cette enquête ne nous révèle pas que des éléments sur la taille des entreprises qui impliquent justement leur contribution à l'économie nationale. Vous dites qu'il y a même une question de répartition géographique qui entre en jeu aussi. Oui, c'est ce qu'on pourrait qualifier là aussi de dictature de la géographie. Et c'est le département du littoral. On parle là de Cotonou, capte à lui seul 83,5% du chiffre d'affaires national et héberge 49% des entreprises formelles modèles pays. Autrement dit, la capitale économique de notre pays concentre quasiment la moitié des entreprises formelles modèles du Bénin. C'est assez significatif. Le Cotonou respecte son rang de capitale économique et selon la zone littorale, les départements de l'Atlantique, de Louéné et Corou, on se retrouve à 97,5% de richesses produites. Les 8 autres départements du pays se partagent moins de 3% de la valeur économique formellement mesurée. Un constat qui souligne l'immensité du défi de l'aménagement du territoire et de la décentralisation économique. Ces 4 départements sur les 12 que compte le Bénin produisent à eux seuls plus de 97% de la richesse nationale produite, de la richesse nationale par les entreprises formelles modèles. Il est clair qu'il y a un problème de ce point. À l'arrivée, on peut alors dire que si le monde entrepreneurial affiche une certaine dynamique ces dernières années, ces déséquilibres constatés constituent justement de gros défis à relever. Évidemment, Tanguy, le programme d'enseignement majeur de ce rapport est qu'il n'existe pas vraiment une classe moyenne des entreprises suffisamment structurée et forte pour faire le pont entre l'informel de survie et les grandes industries. Ça, par exemple, c'est un défi à relever. Il faut trouver le moyen de développer des entreprises moyennes qui va permettre de réduire les déséquilibres observés tout en participant à la création de l'emploi. Je le disais un peu plus haut, il faut aussi œuvrer à l'aménagement du territoire et à la décentralisation économique, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les grandes entreprises soient installées dans les régions du pays, ce qui n'est pas forcément le cas. On pourrait peut-être œuvrer pour qu'il y ait des entreprises dans toutes les communes, les grosses boîtes dans toutes les communes du pays. Cela va permettre de réduire les déséquilibres observés tout en participant là encore à la lutte contre le chômage, notamment des jeunes. Par ailleurs, le positif est soutenu par le commerce. 41,6% des entreprises, c'est très important, un secteur caractérisé par
l'économie dominée par le commerce, surtout les importations, restent fragiles et exposées à la volatilité des prix, à la concurrence et aux secteurs de consommation sans disposer de solutions adéquates qui constituent un tissu industriel développé. Si vous avez que le commerce qui est le plus développé dans un pays, il n'est pas trop positif, mais quand c'est l'industrie qui est plus développée, ça c'est bon parce que ça engendre beaucoup plus de valeur ajoutée. La bonne nouvelle dans tout ça est que les espèces du ministère de l'économie et des finances en sont eux-mêmes conscients. Ils savent que l'enjeu n'est plus seulement de créer des entreprises, mais de faire grandir celles qui déjà les rendre formelles et modernes. C'est d'ailleurs un levier important pour élargir l'assiette fiscale et assurer une redistribution plus équitable de la richesse. Plus les entreprises sont formelles, identifiées, plus l'État a beaucoup plus la possibilité de récupérer les impôts. C'est aussi une très bonne chose pour les pays de l'État. Beaucoup de choses à faire en tout cas. Merci beaucoup à vous Jacques depuis Parakou pour cette contribution assez intéressante justement et qui permet une lecture très précise, je dois dire, du fonctionnement, de l'organisation, de la présentation du monde des affaires au Bénin à partir des entreprises en fonction de leur taille et vous dites aussi en fonction de leur situation géographique. Merci Jacques, très bonne journée à Parakou. Bonne journée également. Retour à Cotonou. Nous allons vous proposer de faire une pause rapidement à la régie, le temps pour nous d'installer les débatteurs. Je rappelle qu'on va parler de la rencontre entre la France et les États de l'Afrique. On appelle plus cela la France-Afrique désormais. On est dans, je dois dire, l'anglicisme d'innovation. Afrique Forward désormais, hein, pour faire un peu changement. Mais alors, qu'est-ce que cela a comme intérêt et qu'est-ce que ça change dans le fond entre les rapports, dans les rapports entre la France et les pays africains, surtout maintenant que désormais Paris s'intéresse justement aux pays anglophones, puisque la rencontre qui s'est tenue entre le lundi et le mardi a été organisée notamment au Kenya, un pays anglophone et colonisé donc par l'Angleterre. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cet intérêt-là donc de Paris pour les pays anglophones et quels sont les enjeux diplomatiques derrière justement la volonté économique affichée pour cette rencontre-là? Voilà autant d'aspects que nous allons justement évoquer avec les débatteurs tout à l'heure quand ils seront installés. En attendant, moi je propose de faire une petite pause de pub. Chaque jour, travailleurs et employeurs œuvrent pour la construction de cette nation, parfois exposés à des risques dont ils sous-estiment eux-mêmes les conséquences. Pourtant, un geste simple peut tout faire basculer. Prévenir, c'est protéger. Protéger, c'est sauver des vies. Employeurs, travailleurs, la santé et la sécurité au travail, c'est notre responsabilité à tous. Journée africaine de la prévention des risques professionnels. 30 ans d'engagement de la CNSS pour sauver des vies. Sécurité au travail, un défi commun. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures,
Ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI, pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Comment est-ce qu'on peut, enfin, un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi
que tailler sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allées apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final. C'est l'heure de nos débats. Eric, bonjour. Ulrich, bonjour. On va parler un peu de cette rencontre entre l'Afrique et les États, entre la France et les États de l'Afrique. Deux, trois choses qui ont changé. Première chose qui est visible quand même, désormais on ne parle pas français. Afrique Forward, c'est de l'anglicisme un peu désormais, entre les rapports entre la France et les pays africains. Premier élément qui change et qui d'ailleurs a une conséquence directe. La rencontre n'est pas organisée dans un pays francophone, mais plutôt dans un pays anglophone, le Kenya par exemple. C'est un premier changement. Deuxième changement, on ne parle plus de démocratie, de droits de l'homme qu'on met en avant, on parle d'affaires. Plusieurs milliards d'euros de francs CFA désormais d'affaires, un peu pour intéresser, je dois dire, les acteurs de développement au niveau africain. D'ailleurs, ceux qui ont été les privilégiés, en tout cas à cette rencontre, ce sont notamment les opérateurs économiques, les jeunes dynamiques qui s'investissent un peu dans la transformation un peu de l'univers économique de l'Afrique. Et puis désormais, on parle du regard qu'il faut avoir désormais sur la France, qui a amélioré, doit-on dire, ses rapports avec les États africains. Ulrich, autre temps, autre mœurs, on est désormais dans, quelqu'un dirait en 2006, dans le changement. Ouais. Changement et ajouter rupture. Ah ben voilà, pour bien faire le cocktail. Pour bien faire les choses, ben voilà. Comme vous l'avez déjà dit, on assiste à un changement de paradigme de façon générale. Et vous savez, pendant longtemps, depuis plus de 60 ans, il y a un discours qui est resté un discours paternaliste avec la France et marqué bien évidemment par la présence militaire et aussi l'offre de premier choix qui était la France. Mais depuis un certain temps, il faut reconnaître aussi que l'Afrique est devenue le gros chou multipolaire, parce que ce n'est plus la France seule qui gère son évolution en Afrique. Il y a beaucoup d'autres pays comme la Chine, la Russie et la Turquie et bien d'autres grandes puissances également qui veulent aussi prendre leur part de gâteau. Mais voilà qu'en venant prendre leur part de gâteau, on constate que cette Afrique qui était beaucoup plus soumise, qui était beaucoup plus du genre asservie, aujourd'hui tient un autre discours. Vous voyez, le discours panafricaniste qui a pris le pas sur beaucoup de choses, encore que le discours panafricaniste a plusieurs réunions, plusieurs tentacules et chacun y va selon ses inspirations, mais le discours reste quand même africain. Donc, à ce niveau déjà, on a constaté que après le retrait, après l'opération Barkhane, on a senti beaucoup plus le retrait des forces militaires. Donc, la position de la France, autrefois considérée comme le gendarme de l'Afrique aujourd'hui, n'est plus vraiment forte. Et quand on regarde aussi les pays de l'AES qui, à un moment donné, ont coupé carrément ont coupé les amarres avec la France, tout en gardant les relations politiques, les relations diplomatiques, on sent qu'aujourd'hui, maintenant, l'Afrique ne se met plus dans une posture de la main tendue, c'est-à-dire venez nous aider, non, mais beaucoup plus dans un processus de demande ou de négociation, d'investissement et de transfert de compétences. Et vous voyez, avec l'Afrique Forward, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
c'est vrai qu'on voit la posture, on voit la diplomatie politique maintenant en filigrane, mais ce qui se dégage beaucoup plus, c'est la diplomatie de la société civile, c'est-à-dire la diplomatie axée sur les entrepreneurs, les créateurs des richesses, de faire en sorte que ça puisse beaucoup plus impacter les populations. Donc c'est ça, c'est la nouvelle forme. Donc on ne parlera plus beaucoup de France-Afrique, mais plutôt d'Afrique Forward. Dis-donc, ça change beaucoup justement. Eric, vous y croyez vraiment des rapports entre la France et ses anciennes colonies qui soient des rapports essentiellement économiques? Bon, c'est ce qu'on veut s'efforcer de faire. Entamons ce cycle pouvoir, ce que ça va donner, parce qu'on comprend aujourd'hui le rejet total de la France-Afrique et de tout ce qu'on y met. Et assez souvent, quand on évoque le sujet, on oublie de rendre justice à l'histoire en disant ce que nos leaders aussi ont tiré de cette coopération. On essaie de mettre souvent en exergue ce que la France a pu tirer de cette coopération, sans oublier que avec l'irresponsabilité de nos leaders à l'époque, c'était une prestation. On va y aller jusqu'à ce niveau parce que on expose, dans cette coopération, on expose la France comme le partenaire méchant. On oublie qu'en face, il y avait aussi un autre partenaire qui se plaisait au jeu. Voyez-vous, on oublie qu'il y avait une prestation de service que la France apportait qui arrangeait nos leaders. Ils avaient besoin d'une protection pour durer au pouvoir. Ils avaient besoin de quelqu'un. Ceux qui ont voulu changer les normes, on a vu comment ils ont fini. Donc, c'était un club dans lequel c'était. Donc, le partenariat n'était pas non plus, je dirais, autant mauvais du côté africain. C'était bien et bien gagnant-gagnant parce que s'il n'y a pas eu la France à laquelle on pouvait donner des cadeaux, un Blaise Compaoré n'aurait pas eu autant d'années à la tête du Burkina Faso. Donc, il y avait une prestation et puis il y avait des mesures de sécurité que nos leaders profitaient aussi de cette coopération-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rejet systématique et total de cette coopération. Vous avez évoqué les changements auxquels nous assistons aujourd'hui. On a pensé que, comme les Africains ne savent toujours pas lire, ne savent toujours pas comprendre les choses dans le fond, il suffit de modifier le thème France-Afrique. Mais justement, est-ce que ça suffit pour désormais que les rapports changent et qu'on aille installer la rencontre dans nos pays pour balayer toutes ces années d'histoire de France-Afrique, de coopération que nous avons eues? Non, bon, on veut essayer. Moi, je garde espoir qu'à partir de ces changements, allons voir en profondeur de quoi il est question. Si dans les différents discours que j'ai entendus, même du côté de nos chefs d'État africains, il y a cette volonté d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, vous avez relevé les questions de démocratie, de droits de l'homme, on demande à la France de ne plus s'en mêler. Bon, ça réjouit les nôtres. Vous savez, quand c'est comme ça, les nôtres aussi estiment que oui, maintenant on nous considère. Je dis, mais quelle pitié. Parce qu'un partenaire, vous souhaitez qu'un partenaire ne soit plus regardant dans la façon dont vous gouvernez vos États au plan, de la démocratie, au plan des droits de l'homme. Vous pensez que c'est une forme d'indépendance? D'accord. Donc parlons d'économie. Même dans l'économie, il y a des problèmes parce que, mais écoutez, le niveau de corruption dans nos États, on voudrait avoir des investissements. Qui vous dit que du côté de la France, on ne sait pas aussi à ce niveau comment... C'est pas ici on nous Donc c'est une grande opportunité pour la France. Non, mais c'est pas ici on nous a dit qu'un président est allé en France s'acheter des costumes à tel million d'euros que les Français se sont étonnés. Le riche, fondamentalement, faut-il juste mettre un peu d'anglicisme dedans pour que désormais la perception que les gens ont de la France et de tout ce qui s'est passé par le passé, désolé de répéter le mot, puisse désormais passer directement aux oubliettes. Aujourd'hui, quel devrait être dans le fond ce qu'on doit mettre dans Afrique Forward? Oui, vous savez, observez simplement que lorsqu'on sort le thème France-Afrique aujourd'hui, ça dresse les cheveux sur la tête de beaucoup d'Africains. Immédiatement. Et imaginez un peu un sommet comme celui-ci, où vous entendez maintenant qu'on dit, oui, rencontre France-Afrique. Vous allez entendre tout, vous allez voir tout de suite, la plupart des panafricanistes montés au créneau disent, mais non, nous avons dit niet, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de cette relation qui enterre l'Afrique, qui décime l'Afrique, qui tue l'Afrique. Donc, il faut changer les paradigmes, certes, et
le système, c'est vrai que vous insistez sur cet anglicisme, je pense plutôt que moi je le prends comme un nouveau type de partenariat, un nouveau type de relation, un nouveau type de relation dans lequel, je dirais un partenariat qui permettra à chaque Africain de définir maintenant comment nous allons vers la France. Parce qu'autrefois, pendant longtemps, on a vu les gens décrier le franc CFA. Aujourd'hui, on parle de l'éco. Vous avez vu un peu tout le débat qu'il y a autour. Certains sont d'accord pour qu'on change le nom, mais la dénomination. Mais le problème n'est pas au niveau de la dénomination. Certains leaders estiment que tant que la monnaie qui sera frappée et qui sera commune à l'Afrique aura une mainmise technique française, cette monnaie, en fait, on n'aura pas évolué d'un iota. Donc, le débat est encore pesant. Mais qu'ils soient réalistes, ils vont trouver l'industrie où il faut de la technicité forcément pour le faire. C'est là justement si elle n'est pas française, elle sera chinoise ou elle sera russe d'une façon ou d'une autre. C'est déjà là l'avantage, puisque aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on n'est plus dans une logique de tout importer de l'extérieur. On est dans une autre logique d'importer la technologie, d'importer les compétences, de faire en sorte que l'Afrique puisse s'autoproduire. Regardez déjà le système de développement que le Bénin s'est imposé depuis près de 10 ans. Autrefois, les matières premières partaient directement vers les hexagones. Aujourd'hui, beaucoup de pays commencent par faire comme le Bénin. On transforme d'abord, après maintenant on peut revendre. Là, nous avons une plus-value. Ce que l'Afrique ne faisait pas. Les matières premières du Congo, de la Centrafrique, un peu de tout, qui partaient tout brut et qui revenaient très cher à l'Afrique, c'était une forme de commercialisation, de commerce et de partenariat que la France avait imposé aux pays africains pendant longtemps. Mais aujourd'hui, la France aussi a compris que si elle continue, si elle maintient ce type de partenariat, elle risque de perdre tous les pays, ses partenaires stratégiques en Afrique. Parce que la Russie est là, offre de meilleurs choix. La Chine est là, offre de très meilleurs choix. La Turquie, qui aussi surfe entre les choix de ces deux superpuissances, si la France maintient son style, qui était imposé par 3 piliers, la présence militaire, les influences personnelles et enfin le franc CFA. Si la France continue avec ces 3 piliers, la France ne pourrait plus avancer. Donc aujourd'hui, c'est un changement de paradigme et moi j'estime que l'anglicisme qu'on a mis dedans, c'est une manière de dire nous partons sur de nouvelles bases, nous changeons les bases. Alors j'estime que ce partenariat dépendra de la manière dont les pays africains vont vouloir tirer leurs bénéfices, parce que une chose est d'avoir l'opportunité, mais l'autre chose est de pouvoir bien la saisir, parce que chaque opportunité peut avoir des avantages et des inconvénients, des risques, des limites. Donc à chaque pays africain de savoir que oui, c'est un partenariat, c'est une opportunité qui s'offre à nous, mais comment est-ce que nous profitons de cette opportunité sans pouvoir perdre des plumes? C'est là que le rôle de l'Africain se pose. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut vraiment saisir cette opportunité de l'ambition de la France de s'ouvrir? C'est vrai qu'elle n'a plus vraiment beaucoup de choix aujourd'hui, la France, que de changer un peu ses rapports avec les pays africains. On a un contexte de jeunes très bouillants qui aspirent à la liberté, qui ne voient plus les choses comme leurs grands-pères, qui ont dirigé premièrement leur pays. C'est des jeunes qui bougent beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a cette offensive d'autres nations puissantes sur le continent qui offrent d'autres possibilités désormais aux pays africains. Donc, la France a besoin de se réadapter. Dans ce contexte, véritablement, est-ce que, je dois dire, les Africains sont disposés aujourd'hui à aller tirer le meilleur de cette... Nous le devons. Je pense même qu'il faut y penser et éviter de voir en ce partenaire le Satan de tous les temps. Et nous allons passer à côté justement de ces opportunités-là. Ulrich a donné des exemples. Justement, le Bénin n'a pas réussi à le faire en étant dans le rejet systématique de nos partenaires. Un peu comme on voudrait que l'Afrique soit aujourd'hui, voyez-vous, un peu comme on voudrait que l'Afrique soit aujourd'hui avec la France plus précisément. Donc, s'il y a une technologie qui nous intéresse, si on veut développer une industrie et que sur la surface des partenaires, on pense qu'avec tel partenaire on peut le faire, allons-y avec nous-mêmes, nos propres convictions et nos conditions pour que cela soit fait. Aujourd'hui, on veut traiter ce partenaire de tous les noms en étant que c'est le chemin à ne pas suivre complètement, c'est-à-dire on renvoie tout systématiquement.
Quand moi j'entends les discours, moi j'ai entendu Macron dire qu'il a une grande ambition pour ce partenariat avec la France, avec le continent. Je pense aussi qu'à leur niveau aussi, ils ont fait un point, ils ont compris qu'il y a un changement sur le continent. On ne peut plus utiliser le même mécanisme qu'on avait utilisé hier et espérer avoir un résultat différent. Donc ça veut dire que à leur niveau aussi, ce travail a été fait. D'autant plus que en termes de partenariat aujourd'hui, par le passé, nous étions obligés à voir les choses dans un sens unique. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui frappent à la porte du continent. Donc ça veut dire que la France elle-même, elle est convaincue que si elle ne réorganise pas sa diplomatie vis-à-vis du continent, elle va perdre du terrain. Un peu comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. Donc je pense que il nous faut faire un travail sur nous-mêmes, à ne pas voir ce partenaire en partenaire méchant et essayer justement de rentrer dans cette ambition et de voir ce que nous pouvons tirer de cette coopération à notre compte. Aussi, faire un travail sur nous-mêmes. Parce que, je le dis assez souvent, ce n'est pas parce que les Chinois ne s'intéressent pas aux questions de démocratie, aux questions de droits de l'homme sur notre continent, qu'ils sont aussi les meilleurs partenaires. Ce n'est pas parce que les Russes ne veulent pas savoir le nombre d'années que vous faites à la tête d'un État, ne veulent pas savoir combien de fois vous révisez votre constitution pour vous éterniser au pouvoir, que ceci fait de bons partenaires et que un autre partenaire est plus regardant sur ces questions qu'il est mauvais. Voyez-vous, qu'il est mauvais. Donc, allons avec ce que nous avons, ce que nous leur proposons, et puis prenons le bon côté. Eloïse? Oui, je pense que nous pouvons bien profiter de ce nouveau type de partenariat parce qu'il revient à l'Africain de définir d'abord ses besoins et d'imposer justement ses conditions. Parce qu'en réalité, autrefois, ce que nous déplorions, c'est que les conditions nous sont imposées par celui qui veut nous offrir justement ces prestations. C'est un peu comme si je veux acheter chez toi et tu me dis, voilà si c'est ça que tu veux acheter. Ou c'est comme ça dans tous les partenariats. Non. Ne me demandez pas que... Je vais acheter chez toi et je te dis, mais je veux l'acheter à tel prix. Oui, je suis d'accord. Et je t'impose ce prix alors que toi, quand tu fais le point du prix d'achat, de tout ce que tu as mis dedans, le prix que je t'impose, parce que je n'ai pas dit je propose, que je t'impose pour acheter chez toi, ce prix peut-être est largement en deçà de ce que tu as mis dedans pour pouvoir vendre. Donc à un moment donné, c'est comme de la taquinerie simplement. Donc, quel est ce partenaire qui ne le fait pas? Oui, justement. Mais aujourd'hui, donne-moi un exemple. Les Africains, dans quel partenariat entre États, imposer dans quel partenariat entre États de dire, oui, nous avons besoin de ci. Et voilà les conditions dans lesquelles nous les voulons. Et le fait que nous ayons une multitude de choix nous permet aussi aujourd'hui maintenant d'analyser les choix qui nous sont rentables, de faire en sorte que si par exemple je veux de la technologie et que l'offre qui m'est faite au niveau de la France est supérieure à l'offre qui m'est faite au niveau de la Chine et que je regarde relation qualité-prix, ce qui m'arrange, je vais vers celui qui m'arrange. Et là, ça me permet en réalité, et si éventuellement on me dit, si c'est par rapport à d'autres commerces ou à d'autres types de partenariats et que c'est la France qui m'est plus rentable, je négocie avec la France. D'où l'importance d'éviter de dire non, nous ne voulons plus systématiquement travailler avec tel partenaire parce que tel partenaire pendant longtemps nous a ruinés. Non, mais c'est d'y aller de façon stratégique visant nos propres intérêts et faire en sorte que les transferts de technologie, les transferts de compétences, parce que tout se joue à ce niveau-là. Si nous devons toujours aller vers la France avant de frapper nos monnaies, si nous devons toujours aller vers la France avant de faire tout ce, avant de nous habiller, avant de manger, avant de faire tout ceci, à un moment donné, nous allons clamer notre souveraineté pendant 100 ans, mais au finish, nous serons toujours de vrais esclaves et de très bons esclaves d'ailleurs. D'abord, c'est une formule assez facile, vous savez, quand on dit oui, on veut partenariat gagnant-gagnant, aucun partenariat n'est jamais comme ça. Il y a toujours un déséquilibre dans les partenariats parce que nous n'avons pas les mêmes besoins et pas de la même façon, avec la même force, voyez-vous. Et dans tous les partenariats, il y a des choses qui s'imposent et c'est vous qui voyez. Même entre nos pays africains, vous voyez entre le Rwanda et la RDC, bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas de déséquilibre dans cette affaire-là, et c'est quand même un pays africain. Donc voilà, donc chacun y va en fonction de sa force. Oui, et en fonction de ce qu'il a à mettre sur la table, voyez-vous. Maintenant, c'est vrai, on va demander à nos leaders d'être un peu plus vigilants cette fois-ci dans Africa Forward, puisque maintenant France-Afrique n'est plus l'expression qu'il faut utiliser. Donc d'être un peu plus vigilant, de penser d'abord africain. De penser d'abord intérêt africain avant justement de voir toute autre question. Et je pense que notre continent,
on a besoin de la technologie, on a besoin de nous industrialiser. Et avec les partenaires français, on peut trouver justement des terrains d'entente. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à l'occasion de ce sommet, on a déplacé, je dirais, les grosses têtes, les grosses fortunes, voyez-vous, d'un peu partout, qui sont venus aussi voir, à partir du travail qu'ils font sur le continent, comment ils peuvent encore, avec le partenaire français, amplifier ce travail pour que cela soit évolué. Nous avons des écoles à construire, des universités techniques à construire, mais voilà, on sait dans quel état, justement, notre continent se trouve en termes d'éducation, en termes de technologie, nous sommes complètement en arrière. Alors, si nous ne nous détournons pas de cette absurdité de dire que oui, voilà, c'est eux, ils nous ont colonisés, oui, matin, midi, soir, et que ce passé nous hante. Or, en réalité, nous savons que ceux qui tiennent ce discours, ils ont notre agenda politique derrière. On sait bien, aujourd'hui, ce qui marche le plus sur le continent, c'est que voilà, on lance la pierre à Paul et puis on habille Pierre à côté en pensant que c'est ça qui va régler le problème. Non, ça ne va pas régler le problème dès lors que nous sommes tous, nous habitons sur cette planète, nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés de coopérer. Oui, j'estime qu'il faut un partenariat intelligent, beaucoup plus intelligent, parce que autant nous disons que nous avons des besoins, nous pouvons négocier des besoins, il faut comprendre que les autres aussi ont des besoins. Je prends la France par exemple, ils ont aussi des entreprises qui veulent délocaliser, mais c'est à nous maintenant d'imposer des conditions. Et c'est la raison pour laquelle je dis il va falloir que nous soyons assez smart dans les négociations et aussi beaucoup plus prospectives. Parce que si nous voulons faire des choses justes pour le Bénin de demain, c'est-à-dire de quelques années, alors nous allons perdre. Il faut faire en sorte que si nous voulons les accompagner, s'ils veulent nous accompagner aussi, que nous travaillons sur des visions perspectives. Déjà, je prends le cas du Bénin, qui a déjà aujourd'hui une vision Bénin à la FIA de 2060. Si déjà, nous nous focalisons sur cette vision-là, par exemple, je prends le cas du Bénin, et que nous voyons l'offre qui nous est faite dans ce partenariat Africa Forward, et qu'on voit que oui, est-ce que par rapport à tel volet, nous pensons que la France peut mieux nous aider. Je pense que c'est un avantage. Et maintenant, nous imposons nos conditions. Et dans cette négociation, nous allons trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est aussi rentable pour le partenaire que pour le Bénin. Donc, je pense que si chaque pays africain peut réfléchir de cette manière, les pays africains vont s'en sortir grandis. Malheureusement, vous le savez très bien, il y a toujours certains qui vont surfer autour du pot et ce sera leurs intérêts égoïstes et personnels, et je parle de certains chefs d'État qui vont surfer dessus, mais au finish, est-ce que vraiment ce sera profitable pour leur pays? Je pense que c'est l'heure de l'Afrique de se réveiller. C'est vrai, ils ont changé de paradigme, mais ce paradigme n'est pas béni, n'est pas venu comme un gâteau qu'on vous offre sur la table du genre, partagez chers enfants, mangez à votre faim. Non, il y a toujours des conditions, il y a des limites, il y a des contraintes et chaque partenaire doit pouvoir protéger ses intérêts. Oui, si tu me le permets, il y a cette contribution de Dr Edmond Kifoli. Il parle de deux changements majeurs à retenir. D'abord, la logique de l'aide au développement n'est plus sujette à du chantage. Ceci est remplacé par l'investissement basé sur le partenariat public-privé. Ça s'appelle les milliards d'euros. Absolument, voilà. La collaboration se confond aujourd'hui au partenariat. La France étend désormais son espace de partenariat avec les pays anglophones, lusophones et puis hispanophones. Donc pour lui, c'est chaque partenaire qui doit définir ses objectifs et intérêts avant d'aller sur le marché des investissements. Donc là aussi, il faut pouvoir compter sur, je dirais, la magnanimité de nos leaders pour pouvoir savoir véritablement ce qu'ils veulent. Voilà. On va encore passer à côté. Mais c'est sûr que je pense à des Robert Bourgi qui ont été des acteurs forts de la France-Afrique aujourd'hui. J'imagine un peu leur état d'esprit de voir ce grand changement. Lui qui ne cesse de faire des déclarations assez terribles sur des chefs d'État qui ont régulièrement versé des pots de vin à des ministres français. Donc le dernier cas, c'est Dominique de Villepin qui a dû retourner les cadeaux qu'il avait reçus de Blaise Compaoré. Si cela peut assainir les rapports entre la France et les pays, les anciennes colonies, pourquoi pas? Parce qu'on a bien l'impression qu'on avait un précaré qui était incorruptible, auquel avait droit justement la France, et cela se négociait pas, enfin, dans le fond, en termes donc des
partenariat. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, certains partenariats, pas partenariats, certains accords d'exploitation minière, certains accords militaires qui pouvaient s'étendre sur 99 ans, etc. etc. Je crois que c'était des conditions qui, ma foi, ont pu, avec le temps, un peu révolter un certain nombre de jeunes qui aspirent à un peu plus d'équité dans les rapports entre la France et l'Afrique. Deuxième élément aussi, je comprends que désormais les puissances ne se font plus de cadeaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, après la conférence de Berlin en 1894, où on s'est partagé un peu le gâteau africain, pour dire, bon, toi tu ne touches pas ici, moi je ne touche pas ici, etc. Désormais... Dans le commerce est libre. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est complètement rangé et oublié. Absolument, rangé et oublié. Désormais, les États-Unis peuvent cogner la France juste parce qu'il y a un partenariat qui est en jeu dans un pays. C'est d'ailleurs pour ça, enfin, c'est cette lecture qu'il faut faire d'ailleurs de la délocalisation de cette rencontre-là vers un pays anglophone, un peu pour dire que la France désormais s'ouvre toutes les portes sur tous les pays possibles afin de se donner un peu plus de chances de renforcer, je dois dire, ses liens avec d'autres pays africains. Si ça peut davantage profiter aux deux partenaires, pourquoi pas? L'essentiel en tout cas, c'est que les deux peuples, notamment les peuples français et les peuples de ces pays africains-là, puissent quand même tirer le meilleur de leur rapport d'amitié, de famille, doit-on dire, hein, parce que ça fait quand même plusieurs décennies que ça collabore ensemble. Dans les affaires, il n'y a pas les liens familiaux, hein? Non, les affaires restent purement intérêt. Non, on est en Afrique. En Afrique, on sait toujours de l'eau à celui qui vient. Peu importe un peu ses intentions, on sait toujours de l'eau fraîche à celui qui arrive. Mais il faut être vigilant. Désormais, oui. Allez les gars, merci beaucoup pour vos contributions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ce fut un plaisir pour moi et pour mon équipe d'avoir été à votre compagnie depuis lundi matin. Demain, l'équipe Eric va vous servir la matinale. Nous, on ne connaît pas jour férié par ici. Allez, bonne journée, profitez de votre journée. Bonne fête de l'Ascension par anticipation. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Avec fraternité, on peut lire que le Premier ministre indien Narendra Modi a officiellement invité le président béninois élu Romuald Wadagni à prendre part au 4e sommet du Forum Afrique-Inde prévu le 31 mai 2026 à Bharat Mandapam à New Delhi. L'annonce a été faite par l'ambassadeur indien au Bénin, Abhishek Singh, en visite officielle à Cotonou. L'ambassadeur a enfin appelé à une coopération pragmatique entre l'Inde et les pays africains dans un monde confronté à de nombreux bouleversements. Pour lui, le rapprochement entre New Delhi et le continent africain constitue une opportunité majeure pour bâtir un futur rayonnant fondé sur des intérêts communs et des partenariats durables. La 10e législature en immersion à Agou affiche Bénin intelligent qui narre que cette retraite parlementaire se veut avant tout un temps d'apprentissage et d'appropriation. Pendant 3 jours, les 109 élus vont revisiter les fondamentaux de leurs fonctions et surtout comprendre le rôle du député, mieux maîtriser les rouages de l'Assemblée nationale et affiner leurs outils de contrôle de l'action gouvernementale. La presse du jour indique que plusieurs communications ont meublé la première journée de ce conclave parlementaire. Elles ont porté sur l'organisation politique de l'Assemblée nationale, son organisation administrative, son organisation financière, l'organisation des ressources humaines et les formations, les organes de formation continue et d'appui, les avantages et les suggestions des députés, le protocole et la diplomatie parlementaire, et enfin le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale au service de l'institution parlementaire. Un tour à la criette pour apprendre avec Gasquiani que le mardi 12 mai 2026, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son verdict. L'ancien élu du Parti Les Démocrates, Soumaïla Sounomboké, écope de 60 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 10 millions de francs CFA.
Les démocrates que la presse du jour voit en train de faire 7 ans de disette. Cela a pour conséquence que le parti ne bénéficiera d'aucun financement de l'État. Un régime à sec pour un parti politique, ce n'est pas la situation la plus souhaitable, fait observer le journal. Le Matinal, de son côté, informe que le premier groupe de pèlerins béninois pour le Hajj 2026 s'est envolé pour la Mecque en Arabie Saoudite dans l'après-midi du lundi 11 mai 2026. Ils étaient 342 fidèles musulmans à bord de l'avion qui a quitté le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Pour le Hajj 2026 au Bénin, au total, 2242 pèlerins effectuent le déplacement pour l'Arabie Saoudite. L'Agence pour la gestion de la logistique des officiels a programmé 7 vols pour le transport de l'ensemble des voyageurs pour la Mecque. Dans la suite, la nation pointe que les indicateurs de la campagne agricole 2025-2026 laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour les productions vivrières, entre amélioration de la pluviométrie, intensification des activités champêtres et relative stabilité des marchés. Les premiers signaux observés par les services agricoles nourrissent un climat d'optimisme prudent dans plusieurs bassins de production. Dans son bulletin d'information et d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de mars 2026, la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire met en avant une pluviométrie globalement favorable, une activité soutenue dans les zones de production ainsi qu'une relative stabilité des marchés agricoles. Le gros titre de Fraternité porte sur les violences conjugales, domestiques et intrafamiliales, un phénomène récurrent qui mérite l'attention. Des scènes de drames familiaux bouleversent l'opinion publique. Il y a quelques semaines, plusieurs affaires de violence au sein des ménages ont défrayé la chronique, révélant une réalité sociale de plus en plus inquiétante. Derrière ces faits divers se dessine un phénomène profond qui interroge la société et appelle à une réaction plus forte des pouvoirs publics, car derrière chaque drame familial, il y a souvent des signes ignorés, des cris étouffés et une société qui tarde à réagir. Aujourd'hui, le silence ne protège plus. Et puis, cette pathétique histoire d'un Béninois cloué au lit depuis plus de 40 ans que raconte Décryptage Info. Depuis plus de 40 ans, Huberto de Souza lutte contre une maladie invalidante qui l'a progressivement privé de sa mobilité et de toute autonomie. Au début des années 1980, alors qu'il est élève en classe de 5e au collège d'enseignement moyen général, rien ne laisse présager un tel destin. Malgré tout, il refuse de perdre espoir. Convaincu qu'il pourra un jour retrouver la marche, Huberto de Souza en appelle à la solidarité des personnes de bonne volonté, des mécènes et des autorités publiques afin de bénéficier d'une assistance sociale et médicale. Fin de la revue de presse. Retrouvez-moi demain. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici,